Rebonjour, est-ce que ça va? Non mais est-ce que ça va? Ok. Bon, il paraît qu'il y a plein de métallois qui sont au-dessus de nous. Vous connaissez un peu la loi de Murphy. Le truc, quand ça se passe pas bien, ça se passera pas bien. Mais j'espère que là, je suis même sûre que tout va bien se passer pour Stéphane. Je vais présenter Stéphane qui va vous parler des métallois et comment y échapper. Applaudissez. Waouh! Elle, c'est Laurie, et ça va être la protagoniste de notre histoire. Laurie, elle est jeune, elle est insouciante, et elle ne rêve que d'une chose, c'est travailler dans le monde merveilleux du développement logiciel. Mais elle ne se doute pas qu'elle est suivie, malgré elle, par des entités qui ne lui veulent pas, mais alors pas du tout du bien. Ce sont les métallois. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Trével. Alors, j'ai un passé de consultant dans les ERP, puis à un moment donné, j'en ai eu marre, pour un certain nombre de raisons que vous allez découvrir aujourd'hui. Je suis devenu développeur web, et donc j'ai découvert d'autres raisons d'en avoir marre. Et depuis, j'ai vu la lumière, et je fais du Rust. Vous pouvez me retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux. Si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ce sera avec grand plaisir. Et je travaille pour la société WeScale, donc une société, une ESN de la tech, qui est capable d'adresser des problématiques donc très précises dans le domaine du cloud et de l'orchestration, ça c'est un petit peu notre cœur de métier, et également tout ce qui est transformation numérique, pas digitale, numérique, et de passage à l'échelle divers et variés. Voilà, on a une agence à Paris, à Nantes, full remote. Et on a des trucs sympas, comme des confs qu'on fait entre nous mensuellement. D'ailleurs, cette conf, je l'ai faite la semaine dernière en WeShare, et j'ai eu plein de retours, et je remercie les Oui pour tous les feedbacks. Et on a également un blog, un podcast que j'anime. Donc, si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai passé la partie corpo. Alors, c'est quoi une métallois? Vous êtes venus, vous avez peut-être lu l'abstract, etc. On va prendre un cas assez simple et vous allez voir. On va revenir à notre protagoniste, Laurie. Laurie, elle débarque fraîchement dans sa nouvelle boîte, Metacortex, un fleuron de l'industrie du numérique français, qui recrute dès la sortie d'école pour ouvrir un avenir radieux dans le développement logiciel. Et en arrivant, son manager la colle en tant que développeuse front sur la page panier d'un grand site d'e-commerce. Elle aura en charge de contribuer aux fonctionnalités de la page. Par contre, pour tout le reste, à savoir récupérer des données des autres pages, ou alors pour récupérer des données de sa propre page, mais côté back-end, il faudra qu'elle dépende d'autres équipes. Pour le déploiement, une autre équipe. Pour les tests, une autre équipe. Laurie, elle s'interroge quand même. Elle dit, attendez, moi je sors d'école, certes, mais j'ai été formée en tant que développeuse d'une manière générale, web en particulier, on a appris un tas de trucs. Je veux dire, je sais construire une image Docker, je sais faire un chart Helm, j'ai fait du back-end, donc c'est un peu bizarre votre histoire là quand même. Et là, son manager lui dit, non. Nous, on ne fait que du front, et encore sur la page panier. Écoute, tu viens d'arriver, tu es jeune, tu ne sais pas comment ça marche. On est chez les adultes ici. Chez Metacortex, on est une boîte très sérieuse. On utilise des méthodes de pointe, comme Scrum. Il y en a même qui font du safe, t'imagines? Truc de ouf. Non, toi, tu t'adaptes. Tu es ici pour faire du front, et uniquement du front sur la page panier. Laurie vient de découvrir la première des métallois. J'utilise celle-là en introduction, comme ça vous permet de comprendre un petit peu de quoi je parle. La loi de Conway, toute organisation qui conçoit un système produira un système dont la structure est une copie de la structure de communication de l'organisation. Derrière cette définition, en fait, votre architecture logicielle est déjà décidée d'avance. Ce sont les équipes de votre entreprise, de votre projet. Et là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que cette siloisation, elle va avoir des conséquences sur la manière dont les équipes sont organisées, dans la manière dont les équipes vont créer leur propre culture, leurs propres habitudes. Et ça, c'est extrêmement difficile à outrepasser pour essayer d'adresser des problématiques transverses, pour essayer de faire évoluer. Le métier évolue, mais on a quand même une structure. Et remettre en cause la structure des équipes, ça a des implications en termes de management, de RH, de composition. En plus, on aime bien les pyramides managériales, etc. Donc, c'est compliqué d'adresser des problématiques transverses. Et ça, c'est pas génial. Donc, comment on peut mitiger la loi de Conway?
On peut essayer d'intégrer des paradigmes qui, justement, permettent de rassembler différents domaines, que ce soit différents domaines métiers, mais en particulier techniques. Par exemple, la mouvance DevOps rappelle que ce ne sont pas les gens qui sont DevOps, ce sont les entreprises qui sont censées être DevOps, ou du moins les projets. Histoire de rassembler un peu, justement, la partie Dev de la partie Ops, déploiement, etc. Et il y a des mouvements, comme par exemple le full stack, qui rapproche le front-end et le back-end. Voilà. Il y a différentes choses qui essayent de dire, on essaye d'arrêter de siloiser dans tous les sens, et on essaye de revenir à quelque chose d'un peu plus sain d'esprit. Il y a différentes techniques, par exemple les mercatos, donc le principe de faire circuler, pour ceux qui ne sont pas dans le foot, moi je ne suis pas dans le foot non plus, mais les mercatos, faites circuler les membres dans les différentes équipes pour justement diffuser les bonnes pratiques et pour essayer de casser un petit peu cet aspect de culture qui a tendance à faire que les gens restent entre eux. Et puis, vous pouvez éventuellement valoriser des éventuels, donc on appelle ça des task force en général, donc des équipes temporaires qui sont là pour adresser des besoins un petit peu transverses. Et là aussi, vous allez couper à travers l'architecture pour justement adresser des choses et essayer de sortir un petit peu de l'ornière. Donc voilà, quelques techniques, mais la Conway, elle est omniprésente. C'est pour ça que j'en parle, d'ailleurs, je pense que c'est celle que vous connaissez le mieux, et on va découvrir les autres. Mais d'abord, revenons à Laurie. Bon, Laurie, elle est motivée, donc elle s'attaque à sa base de code, qui a été produite par son équipe, qui est composée de juniors, majoritairement, comme elle, et c'est un vrai plat de spaghettis. C'est le bazar là-dedans. Donc elle commence à travailler dedans, voilà, elle a été formée, elle connaît quelques trucs, etc. Donc elle y va. Par contre, quoi qu'elle touche, ça casse autre chose dans la page. C'est ballot. Chaque fois qu'elle essaie de faire une petite modif, ça se casse un petit peu la figure. Et en plus, elle se fait reprendre par ses collègues juniors comme elle, parce que tout le sprint en prend pour son grade. Oui, les boutons ils sont un peu moches, etc. Il y a du contenu qui bouge au chargement, mais bon, ça fonctionne. Ok, donc essaye de pas trop tout casser. La pauvre. La voilà prise avec la palissade de Chesterton. Tout changement ne devrait être réalisé que lorsque la raison derrière l'état actuel a été comprise. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça, Chesterton Fence en anglais? C'est que c'est basé sur une expérience de pensée où deux gus découvrent une palissade et l'un des deux dit « Oh, je ne sais pas à quoi elle sert, on n'a qu'à la dégager. Oh là là, non. » Et l'autre lui dit « Non, non, non. D'abord, on va essayer de comprendre à quoi elle sert cette palissade, à qui elle sert. Et puis après, uniquement après, je t'autoriserai à la détruire. » Donc vous voyez bien le lien avec le software. Si vous commencez à toucher les trucs sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, vous vous exposez à devoir corriger un bug de prod un vendredi à 18h30. Pas cool. Donc ça, pour le coup, voilà. Ce que je veux dire, par contre, derrière la palissade de Chesterton, c'est que je commence à en avoir un peu marre de voir utiliser le mot « legacy », désigné comme étant un tapis sous lequel on met les projets qu'on n'a plus envie de voir, pour un certain nombre de raisons, parce qu'on n'a pas envie de les maintenir. Le problème, c'est que c'est des projets qui sont en prod, c'est des projets qui payent les factures, et notamment les salaires. Ça serait pas mal qu'on les traite un peu avec respect, et qu'on réfléchisse à leur maintenance. Parce que, en fait, le legacy, ça commence dès que vous avez commité. Dès que vous avez commité et pushé, vous êtes dans l'historique, vous êtes du legacy. Donc, à un moment donné, il faut quand même arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Tout ce qu'on livre, c'est du legacy. Tous les legacy doivent être maintenus. Et si le code il est désigné comme étant gratiné, on a tous travaillé sur des zones de code qui sont un petit peu suspectes, un petit peu lourdes, oui, mais l'idée, c'est vraiment de creuser derrière la raison de ce bazar-là. Et la plupart du temps, moi, je constate qu'on utilise la formule « on a toujours fait comme ça », on a toujours dit comme ça. Ah oui, on a mis ça en place à un moment donné, on ne sait plus pourquoi. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la palissade de Chesterton. Dès que vous voulez toucher, c'est compliqué. Alors, comment on mitige la palissade de Chesterton? Vous pouvez déjà prendre le temps de comprendre le domaine. Moi, je me tue à répéter, tous ceux qui me connaissent m'ont entendu le dire une fois, 80% de notre métier est littéraire. Si vous ne faites que du code, vous n'avez fait que 20% de votre taf pour moi. Parce que l'idée derrière, c'est de prendre connaissance du domaine, donc de faire de la documentation, de lire de la documentation, et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a il y a le domaine driven design, il y a les archis, clean archis, etc. Voilà, différentes techniques que vous pouvez utiliser pour formaliser un petit peu ça. Et bien évidemment, on est tous et toutes développeurs, développeuses. Le mieux, ça reste quand même d'avoir de la documentation active, vivante. Et la meilleure documentation, pour moi, c'est le code. Et le meilleur code, c'est le test. Les tests auto, quels qu'ils soient, unitaire, intégration, je ne rentre pas dans le débat, mais en tout cas, définissez vos invariants, vos use cases, créez des tests auto pour valider ces use cases, et là, après, quelqu'un qui arrive, tout de suite, ça va percuter. L'idée, c'est de faire évoluer ce fameux legacy. Il n'y a pas de legacy, tous les projets sont vivants. Ça n'existe pas, on fait un pont et puis après on s'arrête. Ce n'est pas dans notre métier. Allez, on retourne voir comment elle va, notre petite Laurie.
Ouf, la voilà aux prises avec un individu particulièrement peu recommandable. Un tech lead nommé Michael, probablement compris pourquoi, qui lui dit qu'elle a intérêt à bosser parce que sa PR n'atteint pas la couverture de code définie par l'entreprise. 80% et elle est en dessous. Scandale. Non mais tu te crois où là? C'est 80% ici, hein, on n'est pas chez mamie. Donc sa PR restera bloquée. Donc voilà, ça commence à être un peu compliqué pour elle, elle stresse un peu, 2-3 métallois qui viennent de lui taper dessus là. Donc elle est prête à tout, quitte à commencer à écrire des tests sur des parties de code qui n'étaient pas testées avant, histoire de faire monter l'indicateur et de s'éviter les foudres de SonarCube. Il faut qu'elle passe la Quality Gate, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Pas de bol pour Laurie, elle est tombée en plein dans, vous connaissez celle-là? La loi de Goodhart, la cruelle loi de Goodhart. Lorsqu'une mesure devient une cible à absolument atteindre, elle cesse d'être une bonne mesure. Parce que les humains sont prédictibles. Si vous leur mettez la pression pour qu'ils atteignent un objectif et que c'est plus facile de casser le thermomètre, alors comment on évite de casser le thermomètre? Je voudrais qu'on se pose 2 secondes et qu'on arrête, comme le disait un ancien président, le un fait divers, une loi. C'est pas parce qu'il y a un problème qui est survenu qu'il faut absolument un KPI. Non, non. On se calme là-dessus. L'idée, c'est de définir un ensemble limité d'indicateurs, que l'équipe maîtrise. Si l'équipe ne maîtrise pas le moyen d'arriver à son indicateur, c'est mort. Enfin, à un moment donné, ça ne va pas bien se passer. L'équipe, elle doit être maîtresse de son destin. Ça, c'est le plus important. Si l'équipe décide que c'est 75% pour un certain nombre de raisons, la couverture de code, ça sera 75%. Si c'est 90, si c'est 90. Voilà, moi, je m'impose 115, mais chacun son truc. L'idée, c'est en tout cas de le suivre avec bienveillance. Un indicateur, c'est juste une opportunité de s'améliorer. Et cette histoire de seuil rouge, vert, etc., moi je trouve ça, déjà que c'est pas cool pour ceux qui sont daltoniens, mais c'est en particulier toxique. Et je voudrais m'attarder 2 secondes, parce qu'on y reviendra après, sur la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est pas les tables de baby-foot, c'est pas les viennoiseries le matin, ça, c'est pas de la bienveillance. Non, la bienveillance, ma définition, et je reviendrai là-dessus, c'est maintenir un écosystème de travail qui fait que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même et garder ses points de santé mentale. Parce que ça, c'est extrêmement difficile à récupérer. Et vous allez voir que des écosystèmes qui sont toxiques, on en croise, on en a croisé. L'idée, c'est de les identifier et d'exiger la bienveillance. Donc, on n'est pas chez les Teletubbies. L'idée, c'est d'exiger la bienveillance. On est intraitable avec le code, tout en étant adorable avec les gens. Mais exiger la bienveillance. Et moi qui fais du NeoVim sous Linux, je peux vous dire, en remote, je peux vous dire que j'exige la bienveillance. Alors, comment elle va, Laurie? Donc, voilà, on parle de quelques métallois, etc. Et c'est, oui, elle s'est armée, en fait, là, elle se considère prête à affronter les métallois. Je veux dire, là, voilà. Sauf que ça fait pas si longtemps que ça que je cause. Donc, elle me paraît un peu trop sûre d'elle. Et oui, parce qu'elle est en train de subir l'effet Dunning-Kruger. Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler. Les personnes ayant une compétence limitée dans un domaine surestiment souvent leurs capacités. Et comme corollaire, les gens performants ont tendance à sous-estimer leurs compétences dans leur domaine d'expertise. Alors on a dit beaucoup de bêtises autour de l'effet Dunning-Kruger, on a parlé du monde de la stupidité, etc. Il y a notamment eu des polémiques autour de l'acceptation des gens vis-à-vis des communications d'État pendant le confinement, etc. Voilà. Moi, je vais en revenir à l'étude et à ce graphe-là qui fait partie de l'étude. Donc, vous avez les résultats des gens, donc bottom quartile, donc ils n'ont pas eu de bonnes notes, top quartile, c'est ceux qui ont eu des bonnes notes. Et la ligne en noir, c'est la perception qu'ils avaient de leurs résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, ceux du bottom quartile, ils pensaient avoir de bien meilleures notes que ce qu'ils ont eu en réalité, alors que les top performers, ils ont eu de meilleures notes que ce qu'ils pensaient avoir. Ça, c'est l'illustration de Dunning-Kruger. Et à travers ça, je vais vous parler de 3 choses. Et ceux qui connaissent un peu Donald Rumsfeld vont voir tout de suite où je veux en venir. Il y a 3 types d'informations. Il y a ce que vous savez, jusqu'ici tout va bien. Il y a ce que vous savez que vous ne savez pas, et que vous n'avez pas encore vraiment compris ou appris. Et il y a ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas. Dunning-Kruger est à la 3e ligne. Et oui, parce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Donc, dans votre champ des possibles, il n'y a que les murs que vous voyez. Vous ne savez pas à quel point le monde est vaste. C'est là que Dunning-Kruger intervient. Et c'est pour ça que les gens qui ont un domaine limité, des compétences limitées, ils ne savent pas à quel point ils ne savent pas. Donc, pour mitiger, rien de plus simple après tout. L'idée, c'est d'améliorer son domaine
son champ des possibles, son domaine de compétences, de connaissances, etc., même si ça reste superficiel, ne serait-ce que pour passer de la 3e ligne à la seconde. Voilà, non, savoir davantage. Et bien évidemment, pour ça, il faut identifier les gens qui savent et qui ne savent pas forcément se vendre, parce qu'ils disent non, mais moi, je ne connais rien. Si, tu connais. Donc non seulement tu connais, mais en plus, tu vas partager. Et là aussi, la bienveillance, c'est aussi d'aider ces gens-là à partager afin que le niveau de tout le monde, en moyenne, monte. Et bien évidemment, se remettre en question continuellement, ce n'est pas forcément ressentir le syndrome de l'imposteur en permanence et dire « Ah, je suis tout pourri, je suis tout nul ». Tout le monde souffre du syndrome de l'imposteur. Je peux vous garantir que là, avec une salle pleine devant moi, je le subis bien comme il faut, le syndrome de l'imposteur. Mais on va y arriver. Okay ? Avec ça, Laurie peut repartir sur des bases saines. Sauf qu'en rétrospective, elle se fait gentiment allumer par l'architecte, parce qu'il avait prévu tout un tas de choses sur son PowerPoint et qu'il s'était engagé auprès du client que ça serait livré au bout du sprint, etc. Mais bon, Conway, Goodhart, Dunning-Kruger, ça ne s'est pas très très bien passé. Donc ça ne va pas du tout ça. Bah oui. Parce que ça a pris plus de temps que prévu. Parce que dans le dos de Laurie, il y avait 2 sœurs jumelles qui ourdissaient lourdement contre elle. De qui je veux parler ? De la loi de Hofstadter. Ça prendra toujours plus de temps que vous le pensez, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. Et la loi de Parkinson, quel que soit le travail à faire, la durée d'une tâche s'étirera pour remplir le temps qui lui est alloué. Dit autrement, je mets les pieds dans le plat, vous l'aurez compris, les estimations, c'est de la daube. Ça peut arriver qu'on se dise « oui, je vais mettre tant de temps, etc. » et puis vous arrivez dans... Mais bravo, je veux dire, tant mieux, je veux dire, ça arrive. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Bah oui. Conway ? Ah, mais oui, mais pour ce sprint-là, je vais me reposer sur les données du bac. Ouais, sauf qu'ils sont en congé. Vas-y, débrouille-toi. Dunning-Kruger, il y a tout ce que vous ne savez pas et qui va vous péter à la figure. Ça nous est tous arrivé de dire « bah oui, ça va bien se passer, loi de Murphy oblige, bam, ça se casse la figure. » Et puis on voit « ah oui, j'ai découvert un issue, un truc, etc. » Ouais, donc ça, c'est assez compliqué. Donc, on va sous-estimer, surestimer. En général, on a tendance à sous-estimer. Et je ne suis pas le seul à parler des estimations. DHH, le créateur du framework Ruby on Rails, il a publié ça en août. « Software estimates have never worked and never will ». C'est un CEO quand même, pas n'importe qui. C'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. On a beau faire des story points, on a beau faire des tailles de t-shirts, etc. J'y crois pas. Et en plus, on a un autre phénomène, à savoir que, loi de Parkinson oblige, on va tendance à remplir. La nature horreur du vide, donc on va remplir le temps. Et quand on n'est pas en train de coder, on fait des meetings. Mais on adore ça, faire des meetings, on adore faire des rétros, etc. On fait des rituels. Du vocabulaire de religion, ça, quand même. Et donc, au final, on se retrouve avec des tâches qu'on sous-estime pour un certain nombre de raisons techniques, et le peu de temps qu'on a, il passe à de la réunionnite. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait ne pas estimer. C'est tentant, mais c'est difficile à vendre, notamment parce que y a l'ancien monde en général qui dit « ouais, mais moi j'ai des deadlines, j'ai des machins, on m'a parlé de gestion de projet, de diagramme de Gantt, oui, ça existe encore. » Donc c'est difficile d'arriver et puis dire ça. Moi, ma recommandation, c'est de dire que quand on fait un minimum valuable product, ou qu'on fait une itération, le M, il veut dire minimum, pas maximum. Régulièrement, en fait, je me retrouve face à des clients qui me disent « ah oui, on a un truc legacy tout pourri là qu'on a mis dans un coin, on va tout refaire, toutes les règles de métier, on va tout refaire, et puis on va livrer ça, et puis on va faire ça en 6 mois. » Spoiler alert, marche pas. Non, ça ne marche pas. Définissez un minimum. Moi, je suis connu pour être celui qui met des coups de hache à chaque fois. Dès qu'on arrive, on a défini un MVP. Non, ça, tu n'as pas besoin, ça, tu n'as pas besoin, ça, tu n'as pas besoin, ça, c'est le cœur vraiment du truc. Ah oui. Voilà, l'idée, c'est ça. Faites un MVP qui est vraiment minimum et ensuite itérez. Plus vous faites des itérations petites, d'ailleurs, je ne suis pas contre les sprints de 1 jour, par exemple, faites des itérations petites, comme ça, après, vous devenez prédictible. Et puis, concernant les réunions en général, un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est les ROTI, les Return Over Time Invested. Ça, c'est cool. 1, c'était pas du tout nécessaire. 5, c'était absolument génial, ça a changé ma vie. Voilà. Soyez francs dans vos ROTI et recevez-les de manière franche. Faites des ROTI anonymes, etc., histoire de dire, non, là, la moyenne, elle est à 2, 2, 2, 2, 3. Non, là, elle dégage.
Privilégiez la synchrone. On en revient à ce que je disais, notre métier il est littéraire. Écrivez, lisez, transmettez, faites des ADR, les Architecture Decision Records, c'est génial ça pour le coup. Justifiez les différents choix que vous avez faits. J'arrive et puis on me dit, on ne savait pas pourquoi. J'aimerais bien savoir, hein, parce que moi je vais devoir me taper le bordel derrière. Donc s'il vous plaît, listez tout ça, parce que ça c'est extrêmement important et ça permet justement d'améliorer la prédictibilité qu'on peut avoir avec ça. L'idée, c'est de travailler sur la prédictibilité. Les estimations, déjà au-delà de la journée, moi, ce que je vais faire, c'est compliqué quand même, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui vont faire que je ne vais pas y arriver, quoi. Petites itérations. Et dans la prédictibilité, il y a aussi vos socles techniques. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas votre socle technique, ça risque de moins bien se passer. D'accord ? Et si ça se passe moins bien, voilà, vous n'allez pas pouvoir être prédictible. Et pour ça, il faut utiliser des technologies sur lesquelles vous pouvez être confortable, des technologies qui ont passé l'épreuve du temps, afin de pouvoir bénéficier de l'effet Lindy. En m'entendant dire l'effet Lindy, oui, parce qu'il n'y a pas que Deadpool qui a le droit de casser le quatrième mur, Laurie, elle se dit, attends, il a dit quoi là ? C'est quoi ça, l'effet Lindy ? Pourquoi il me parle de vieille technologie ? Et là, un de ses collègues, un senior qui est en charge d'une équipe de comptabilité en COBOL, ça existe encore ? Il entend la question de Laurie, et il décide d'intervenir. Et il lui dit, en gros, les technologies qu'on a définies comme étant ennuyeuses, anciennes, poussiéreuses, mais en tant que COBOL, il sait de quoi il parle, moi, je pense que ce sont de bonnes technologies, in fine, parce qu'elles ont passé l'épreuve du temps. Et c'est ça l'effet Lindy. Plus longtemps quelque chose de non périssable existe ou bien est actuellement utilisé, plus longtemps son espérance de vie s'allonge. Et ça, il m'a fallu un moment pour arriver à le percuter. Dit autrement, ce qui dure a une raison de durer. Et c'est cette raison de durer qui fait que ça continuera à durer. C'est la traduction. Dit autrement, ce qui est nouveau, c'est nouveau, c'est joli, etc. Ça fait plein de nouveaux trucs, ding, 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 ding. Par contre, ça n'a pas encore passé l'épreuve du réel de tous les use cases qu'il peut y avoir, de toute la complexité, et notamment toutes les complexités de sortir des nouveautés. Voilà, les mainteneurs, etc., la manière dont ça se fait, les éventuels bugs, les vulnérabilités. Voilà, alors que ce qui est ancien et poussiéreux, c'est tranquille, hein, ça a déjà machin. Et puis en plus, en général, ça atteint un plateau de fonctionnalité qui fait que c'est relativement confortable. Et c'est là que moi, j'ai tendance en général à être un petit peu incisif. Ce qui est moderne, ce n'est pas forcément meilleur. Pas parce que ça vient de sortir, c'est génial. Non, c'est contemporain. Très bien, ça intègre le poids du passé. Très bien. Et c'est important. L'idée, c'est de faire sa veille, bien évidemment. Je veux dire, on est tous là dans la tech, d'une manière générale, on va tester les nouveaux frameworks, les machins. Je suis dans le développement web, donc je peux vous dire que, en plus, maintenant, je fais du Rust, donc deux fois des raisons. Donc, il faut faire sa veille technologique. Par contre, je voudrais, là, tous ensemble, qu'on se ligue avec véhémence contre le CV-driven development. Voilà, on a tous croisé à un moment donné le fait de « Ah oui, on va utiliser tel nouveau framework pour notre truc, etc. Allez, on y va, machin », sans avoir forcément réfléchi aux tenants et aux aboutissants, au coût, parce que toute nouvelle technologie a forcément un coût. On ne regarde en général que les gains parce que c'est joli, etc. On l'a vu en conf sur un écran géant. C'est trop cool, on y va. Sauf que non, toute technologie a un coût, et c'est important de le savoir. Bien sûr, faire sa veille technologique, c'est déjà poker, c'est travailler avec tous ces éléments-là. S'il vous plaît. Vous voyez quelqu'un qui le fait, ça, du CV-driven development ? Exigez la bienveillance, parce qu'après, c'est les autres qui vont se taper la maintenance derrière. Les utilisateurs, en fait, ils s'en contrefichent que vous ayez utilisé tel ou tel framework. Les utilisateurs, ils veulent un service rendu le plus souvent possible, pour le moins cher possible. Et notre boulot, c'est de faire en sorte d'atteindre cette asymptote-là. Bon, allez. Laurie, elle décide d'appliquer un petit peu ce qu'elle a appris, même si la vie n'est pas facile, et elle se rend compte qu'elle pourrait simplifier son code si elle affichait chaque produit de la page panier dans une page à part. Comme ça, elle pourrait réutiliser l'affichage de la page que ses copains de l'affichage catalogue ont fait, et puis ça lui évite de gérer ça. Ça lui permet d'enlever du code et donc d'améliorer la couverture de code, etc. C'est plutôt pas mal, ça. En plus, ça corrigerait pas mal de bugs qu'il y a un petit peu existants, parce que quand on supprime du code, s'il était buggé, c'est tant mieux. Deleted code is best code, comme on dit. Coup double. Sauf que les utilisateurs, ils se plaignent immédiatement du truc. Avant, ils avaient toutes les informations sur une page. Maintenant, ils doivent à chaque fois ouvrir une page à côté pour avoir les informations. C'est un scandale. C'est un scandale. Oui, parce que la complexité, on ne fait pas ce qu'on veut avec la complexité. À cause de l'implacable loi de Tesler.
La complexité inhérente d'une application ne peut jamais être totalement retirée, ou même cachée. On ne peut que la déplacer avec des compromis. Il y aura toujours de la complexité dans votre application. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'elle est côté développeur, cette complexité, dans la manière que vous avez de développer votre application, de la maintenir, ou dans son utilisation, donc ce que vous imposez comme charge à vos utilisateurs, en point de santé mentale, par exemple. Après, il y a la bonne et il y a la mauvaise complexité. Par exemple, une application pour 10 personnes qui font du CRUD, est-ce qu'elle a besoin de Kubernetes? Peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce qu'elle a besoin de micro-front-end? 10 personnes quand même. On n'est pas sur des probabilités des problématiques de scalabilité, etc. Peut-être éventuellement d'agnosticité, mais il faut arriver à justifier cette complexité. Et c'est là où en fait je veux arriver. À l'inverse, si votre application elle a été réfléchie avec de l'algorithmique pour permettre à vos utilisateurs de gagner 2 écrans dans leur workflow et qu'ils le font 1000 fois par jour en termes d'utilisation, ça c'est de la bonne. C'est la bonne qualification de complexité. Vous avez fait ce qu'il fallait parce que vous avez rendu du temps aux gens. Donc on en revient à ça, à la fait de connaître son domaine métier, de connaître son domaine technique et d'arriver à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants pour converger vers une solution qui soit viable dans la durée et qui permette à tout le monde, développeurs et utilisateurs, on ne les oppose pas, de pouvoir se retrouver. Et donc, Laurie, elle décide de se concentrer sur la fameuse complexité de son application, de sa page panier. Et elle voit un truc qui est très débile. Quand le panier est vide, il y a quand même un article qui est dedans, une espèce de pseudo-article, mais avec une quantité à 0 et un prix à 0. Elle recroise avec sa PO, Chesterton, qui lui dit que « Ah oui, mais ça c'est un vieux bug, mais on s'en fiche en fait, puisque la page panier, on ne peut pas l'afficher quand le total il est à 0. » Pareil, assez logique. Donc elle se dit « Ok, je supprime, ça me permet de corriger un petit truc. Je vais y arriver quand même à faire un truc qui fonctionne. » Ça simplifie le code en plus. Doutez bien que si j'en parle... Bug en production. Le total dans le header de la commande, qui est géré par une autre équipe, donne undefined. C'est ballot, hein? En fait, c'est son pire cauchemar qui se réalise. Elle est pourtant sûre que ce comportement n'a aucun sens. Il n'est d'ailleurs même pas documenté dans les différentes docs de la page panier. Comment c'est possible que ça puisse servir à quelqu'un, un truc pareil? Ben oui, il y en a un. Les cauchemars, c'est sa spécialité. Je veux parler de la loi d'Irum, ou le contrat involontaire. Dès que vous atteignez un certain nombre d'utilisateurs de votre API, n'importe lequel, votre contrat ne sert plus à rien. Tous les comportements de votre application seront utilisés tels quels par quelqu'un. Et en plus, l'équipe qui est en charge de ce header-là, ils sont en train de travailler sur un nouveau header, parce que tu comprends, ce header-là, c'est le header legacy, on va l'abandonner et un jour, on est en train de travailler sur un nouveau header qui va tout reprendre. Donc c'est toi qui vas rollback, c'est toi qui vas remettre le code pourri pour que notre header actuel puisse fonctionner. Puis on livrera l'autre un jour. Et il y a même un XKCD là-dessus, où quelqu'un appuie sur la barre espace pour faire surchauffer son CPU et interprète la surchauffe du CPU comme étant la touche contrôle dans Emacs. Le fait d'arrêter de faire surchauffer le CPU casse son workflow. C'est ballot. Alors sur le papier, ça paraît assez facile à mitiger. L'idée, c'est de n'exposer que ce qui doit l'être, bien évidemment. Déjà, de documenter ce qui existe et surtout de ne pas montrer ce qui ne doit pas être communiqué. Et à chaque fois que vous faites un changement, bien évidemment, on essaye de communiquer largement. Ça, c'est sur le papier. On essaye de dire tout ce qu'on a fait. Mais déjà, de dire ce qu'on a changé, je pense que tout le monde a fait au moins une changelog dans sa vie, pas si simple que ça. Et le troisième point, c'est là où je vais en venir, c'est que Semver est un mensonge, purement et simplement. Semver, c'est une intention. Vous dites, quand vous changez votre Semver, vous dites « Ah, je pense qu'on a fait un bug fixe. » Je déclare qu'on a fait une modification mineure, un ajout de feature, ou je déclare qu'on a fait un breaking. Sauf que un breaking chez quelqu'un, une correction de bug chez quelqu'un, va peut-être être un breaking chez vous, parce que vous vous reposiez sur ce comportement, la loi d'Irum, le contrat involontaire. Donc, voilà, on est tous contents avec nos packages JSON, nos requirements TXT, etc., avec des tildes, des carettes dans tous les sens, on met à jour, et puis à un moment donné, ça explose. Donc, quand vous livrez quelque chose, j'en reviens là-dessus, je vais être assez lourd sur le sujet, testez vos invariants, testez vos use cases, et comme ça, vous verrez si c'est vraiment une correction de bug ou si c'est quelque chose de plus conséquent.
Et de l'autre côté, quand vous utilisez une dépendance, là je fais appel à tous ceux qui ont tendance à faire du npm install de manière compulsive, mettez des tests automatiques sur vos librairies que vous utilisez. Testez les comportements de la librairie que vous allez utiliser, comme ça vous vous garantissez vos invariants vis-à-vis de la librairie, et si jamais elle bump un bug, un fix bug, et que ça ne vous concerne pas, tant mieux, mais si jamais ça vous propose un breaking, vous le verrez en bumpant. Dit comme ça. Et j'ai l'air de faire mon intéressant comme ça à parler de ce sujet, mais je ne suis pas le seul. Voilà un mail de 2012 de Linus Torvalds qui dit « If a change results in user programs breaking, it's a bug in the kernel. We never, ever blame the user programs. How hard can this be to understand? We do not break user space. » Voilà, we do not break user space. On ne casse pas ses propres clients. Et on pourrait me rétorquer, Stéphane, tu as fait un slide là, sur la bienveillance. Le mec là, il dit shut the fuck up, tout ça, il est assez désagréable. Ouais, non, mais ok, j'accepte, on m'a déjà fait la remarque. Sauf que Linus Torvalds, il représente quelque chose d'assez unique, je trouve, qu'on retrouve, notamment, on prend DHH, etc., sur le fait d'exiger la bienveillance. La seule considération qu'a Linus dans ce mail, c'est ses utilisateurs. Et en l'occurrence, le mainteneur avait été désagréable en disant « Ouais, ben ça, si ça casse côté user space, on s'en tape. » Non, on ne s'en tape pas. We do not break user space. Ne cassez pas vos clients, ne cassez pas vos utilisateurs. C'est votre responsabilité. Donc oui, alors il pète un câble. Donc sur la forme, ok, il faudrait qu'il fasse du anger management, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, son focus, il reste sur ses utilisateurs. Et c'est ça qui est le plus important. Oui, non. Linus quand même. Et on l'a vu, il l'a fait vis-à-vis d'NVIDIA. Récemment, il l'a fait sur les dramas autour de Rust dans le kernel. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais voilà, ça bouillonne un petit peu dans ce sujet-là. Son focus, à chaque fois, c'est le même. C'est mes utilisateurs, ceux qui vont utiliser le kernel. Exiger la bienveillance. Et justement, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, tolérer n'importe quoi. Je vous renvoie, là je ne l'ai pas mise, mais le paradoxe de l'intolérance. L'idée, c'est de réfléchir à vos utilisateurs et de les garder en focus. Alors, Laurie, on revient quand même à Laurie, elle décide d'attaquer au niveau de sa page panier et dire « Ah bah oui, j'ai une fonctionnalité qui nécessite d'aller modifier le framework maison. » Et le framework maison, il est géré par une équipe transverse, la guilde en l'occurrence, vous appelez ça la design authority, ce que vous voulez. Et donc voilà, donc l'idée c'est de faire évoluer un petit peu les choses. Voilà, c'est transverse, donc il faut qu'elle s'adresse à la haute autorité. Sauf que, en fait, la haute autorité, elle n'en a pas grand-chose à faire de la demande de Laurie parce qu'ils sont en train de débattre de sujets vachement intéressants, comme par exemple, comment on va le mieux formater les ternaires en TypeScript, parce que ça, apparemment, c'est extrêmement important d'arriver à définir ça, ou alors de se dire, est-ce qu'on passe la couverture de code de 80 à 82, parce que maintenant que tout le monde est à 80, ce serait bien de leur mettre un peu la pression, quoi. Et comme ça, on va améliorer la qualité, en général. Si on relève le niveau, ça va améliorer, non? Donc, elle n'a qu'à ouvrir un ticket, et puis on lui répondra un jour. Voilà un comportement qui illustre quelque chose qui a tendance à me gonfler sérieusement, à savoir le principe de Shirky. Toute institution essaiera inconsciemment de préserver le problème qu'elle est censée résoudre. Ça va bien plus loin que l'informatique. Parce que la siloisation, elle n'a absolument aucune limite. À partir du moment où vous créez une équipe, elle va se siloiser. Elle va se standardiser, elle va créer sa culture, elle va mettre en place un système de ticketing, parce que c'est ce qui est le plus efficace, et ça commence à être compliqué de l'extirper, parce que ça devient quelque chose de pérenne. Et ce genre d'initiative, ça part toujours d'une bonne intention. Et ça, il y a une phrase que tout le monde qui me connaît m'entend dire régulièrement, « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Parce qu'on se dit, ah bah oui, les devs, ils sont pas doués, il y a des juniors, etc., un petit peu dans tous les sens, donc on va créer une équipe qui va définir des guidelines, qui va définir ces guidelines, comme ça ils vont être obligés de les suivre, etc. Mais si vous ne faites pas le travail de pédagogie derrière, de faire comprendre aux gens, vous vous retrouvez avec des situations comme Goodhart, vous vous retrouvez avec une espèce de toxicité permanente, où les gens ne bitent pas, ils vont absolument essayer de passer la haie, sans pour autant arriver à comprendre sur le long terme, et à faire monter leur propre niveau. Et ça me pose un réel problème, parce que c'est très très facile de créer des services support. Un gros red flag pour moi, ça. Ces fameux services transverses, les guildes, les design authority, mais ça concerne aussi des services de cybersec, de ce que vous voulez, etc., qui verrouillent.
plutôt que d'éduquer. Et je sais que c'est compliqué, parce que éduquer, ça veut dire autoriser les gens à se casser la figure, à faire des bêtises, etc. Oui, mais il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à vous de commencer à réfléchir à ces sujets. Et tout ça, ça crée des écosystèmes qui vont être d'une manière générale toxiques et qui vont justement vous freiner sur l'application de méthodes d'une manière générale. Alors je parle du DevOps, mais c'est valable pour d'autres, où justement vous essayez de rassembler les gens et de les rendre autonomes. Le DevOps, c'est ça, c'est littéralement de se dire on rassemble un petit peu la partie Dev, la partie Ops, pour que les gens puissent maîtriser leur déploiement et aller jusqu'en prod. Trop souvent, j'ai vu des devs qui disaient c'est bon, c'est fusionné, ça part en intégration, hop, j'en ai plus rien à cirer, je prends le ticket d'après. Non, votre boulot, il va jusqu'à regarder ce qui se passe en prod, pour moi. C'est de voir comment ça fait, comment ça évolue. Bien évidemment, il vous faut des outils, etc. Je ne vous mets pas la pression. Mais l'idée, c'est de réfléchir à ces trucs-là, plutôt que de dire non, non, on verrouille, c'est nous qui faisons, et puis on va vous créer des tickets pour vous dire il y a un bug là, dans Open, Télémétrie, Prometheus, Grafana, machin, etc. Ça nous a balancé ça, il y a trop d'erreurs 400, etc. Et vous vous débrouillez avec ça. Non, non. Aidez les gens à essayer de comprendre ce qu'ils font. Et puis surtout, les devs, on l'a tous fait. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une autre équipe qui gère ça, on en revient à Conway, c'est facile de dire non, non, mais on a foiré le sprint, c'est pas grave, c'est pas de notre faute en fait. C'est qu'on avait laissé ça à l'équipe infra, ils ont fait n'importe quoi, et pas vu, pas pris. Bah ouais, mais à partir du moment où vous commencez à être responsable de votre destin, là, par contre, c'est pas la même, quoi. À partir du moment où vous êtes responsable de ce qui se passe jusqu'en prod, en tant que dev, vous allez vous y mettre, quoi. OK ? Tout le monde est concerné par cette histoire. Donc, encore une fois, là j'en reviens à mon exigence de la bienveillance, le point de départ et le focus, c'est l'utilisateur en général, le client, votre cible. C'est ça qui doit vous préoccuper. Ce n'est pas le fait d'avoir mergé votre... Non, non, ce n'est pas Jira votre objectif. Non, non, ce n'est pas ça. C'est votre client, c'est votre utilisateur qui doit être votre objectif. Et de l'autre côté, si vous êtes service support, l'idée aussi, de votre part, c'est de rendre impossible à représenter les états invalides. Donc ça, je pense que ça doit parler à quelques-uns, quelques-unes, notamment en termes de typage fort. Et je prends un exemple tout simple. Côté infrastructure, Ops, etc., des initiatives comme le Platform Engineering, ça va dans ce sens. Oui, parce que l'idée, c'est d'arriver à dire, on vous met en place quelque chose pour que vous, côté développeur applicatif, vous soyez en self-service sur ce que vous voulez en termes de, d'une création d'environnement, ce genre de choses, etc. Mais Platform Engineering oblige, ça se fait dans un cadre qui a été défini en amont, en accord avec des guidelines d'audit, de cybersec, de network, qui sont effectivement des fois des problématiques d'expertise très très pointues. Moi, des fois, ils bitent rien, alors que c'est quand même mon métier. Mais l'idée, c'est ça derrière. C'est de dire, OK, on vous met en place quelque chose, vous pouvez vous en servir, et avec ça, vous pouvez, après, normalement, être dans une relation gagnant-gagnant. Et d'une manière générale, c'est ça, en fait, sur lequel je voudrais vous alerter, cette espèce de théâtre de la sécurité, au sens large, sécurité, où on dit, voilà, on a mis en place ce qu'il faut, on leur a donné un webinaire, on leur a fait une réunion de 2 heures pour leur dire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Non, oui, il y en a peut-être une ou deux dans le tas qui vont percuter, qui vont dire « Ok, donc je note, je suis studieux, etc. » Non, l'idée, c'est de suivre au quotidien et en profondeur, et de les accompagner, de faire du pair programming si c'est nécessaire. Donc oui, tout ça, ça coûte. Tout ça, c'est du temps. Mais c'est du temps pour faire monter le niveau de tout le monde. Et moi, ce que j'attends des différents services support, du moins la position dans laquelle moi je me mets quand je suis sur ce genre de choses, c'est « aidez-moi à vous aider ». Voilà, c'est ce que je dis à mes clients en général. Quand j'arrive chez eux et qu'on ne peut absolument rien faire parce que tout est sclérosé, oui, en général, quand on fait appel à des consultants, c'est comme quand on va chez le docteur. Ça ne va pas bien, on va rarement chez le docteur quand tout va bien. Oui, donc moi, quand j'arrive, les choses sont sclérosées, les gens, ils se parlent plus, je vois de la dette émotionnelle dans tous les sens à chaque fois que je soulève un tapis. Donc, ouais, c'est compliqué. Et je suis obligé d'aller chercher les gens et puis de leur dire, non, mais maintenant, vous allez vous discuter et je veux qu'entre vous, vous vous disiez ça. Aide-moi à t'aider. Quelles sont tes problématiques? Quels sont tes besoins? Et je ne vais pas dire, non, j'en ai rien à cirer du côté applicatif parce que moi, je suis côté infra et je verrouille tout parce qu'il y a encore une fuite de données hier, mon DSI me met la pression, donc allez hop. Non. Aidez-moi à vous aider. Quelles sont les considérations? Quels sont les trade-offs? Combien ça coûte? Et on essaie de travailler ensemble. Il ne faut pas que ce soit toujours une seule partie qui se fait écraser. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner ça. Pas sur la durée. Et je le vois régulièrement. Voilà, on parle de sujets, de burn-out, de perte de sens au travail. On en revient là-dedans. Exiger la bienveillance. Exiger que ça se passe bien. On a le droit de faire en sorte que ça se passe bien. On n'est pas obligé de continuer la tête dans le mur. Donc, moi, c'est ça que j'essaye d'inculquer, d'inoculer,
connu pour être le pirate. Et l'idée, c'est ça, c'est d'arriver dans les organisations, d'identifier ce genre de choses et de faire, de dynamiter un peu tout ça. De reprendre les gens, de dire non, à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se pose autour d'une table, on dit les choses clairement et on lance des chantiers. Et je suis très content, après, derrière, quand on me dit 6 mois, 1 an après, ah oui, ça y est, on a enfin décidé de lancer tel chantier, tel machin. On a juste buildé un conteneur et puis maintenant on livre sous Kubernetes, quand même pas mal. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et l'idée derrière, c'est de remettre les gens à se discuter. Parce que très souvent, Conway oblige, les gens ils ne se parlent plus. Et c'est là que ça commence à être un problème. Et il y en a pas mal, des métallois, mais je voudrais revenir un petit peu sur comment j'ai ressenti le sujet. Donc, quand j'ai commencé à découvrir, donc comme vous, j'ai découvert la loi de Murphy, la loi de Conway, etc. Et plus j'ai commencé à creuser un petit peu ces sujets-là, parce que bon, je sais pas, c'était un truc qui m'intéressait, et plus je me suis dit, ok, il y en a en fait, il y en a plusieurs. Je suis tombé sur une page Wikipédia qui les liste toutes. Et il y en a, mais dans tous les domaines. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un domaine des sciences humaines que je trouve vraiment extrêmement passionnant, parce que vous en avez sur la chimie, sur l'urbanisme. D'ailleurs, la palissade de Chesterton, ça vient de l'urbanisme. Le principe de Shirky, ça vient des sciences politiques. Donc, voilà. Et c'est bizarre, parce qu'en fait, on les voit s'appliquer. Là, en l'occurrence, j'ai essayé de vous expliquer comment ça peut s'appliquer, du moins par ma perception, aux différents domaines de l'informatique. Voilà. Donc, j'ai commencé à répertorier ça dans un dépôt Git. Je vous donnerai le lien à la fin. Et j'ai découvert entre-temps qu'il y en a d'autres aussi qui ont travaillé de leur côté, notamment à Curlos, que j'avais découvert. J'ai mis le lien aussi, comme ça, voilà, vous pourrez faire. Après, ils adressent beaucoup plus de choses, il y a des paradigmes, etc. Moi, je me suis concentré vraiment sur la partie de ce que j'appelle les métalois, donc ces fameuses lois sociales. Parce que je parle de zérotech, j'ai mentionné 2-3 termes comme ça, mais vraiment, on parle de comportement, on parlait de la foule en keynote ce matin, on est vraiment sur des mouvements sociaux et humains en général. Voilà, donc je vous donnerai ça après. Bon. Laurie, elle a l'air vachement plus sereine, là, non? Elle est un peu mieux armée à survivre dans le monde merveilleux du développement logiciel. On le voit bien à sa tête. Bon, elle a pris un coup de vieux. Ok, bon, ça nous arrive à tous, ça à force. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une conf, plutôt que d'en rester un dépôt Git, au-delà du fait que vous aurez compris que j'aime bien le ciné, l'idée, c'est de pouvoir mettre des mots sur des situations qu'on a tous et toutes rencontrées au moins une fois. Et ça, c'est extrêmement important, la verbalisation. Et d'avoir découvert les métallois et de se dire, ouais, elles existent. Les métallois, elles existent, ce sont des entités qui ne vous veulent pas du bien. Et le fait de mettre des mots, déjà, d'arriver à verbaliser, on peut s'identifier et puis se dire, ok, non mais d'accord, ok, non mais on marche avec un entonnoir sur la tête, mais ok, je comprends pourquoi, d'accord, parce que Conway, parce que Goodhart, parce que Dunning-Kruger, parce que siloisation, parce que environnement toxique, etc. Et l'idée, c'est de vous donner, j'ai parlé de mitigation, à aucun moment vous pouvez les exterminer, les métallois. Vous pouvez les mitiger pas mal, mais vous ne pouvez pas vraiment les exterminer. Ça vous retourne souvent contre vous. Et donc, l'idée, c'est de vous donner des outils. Parce que si vous n'avez pas suffisamment d'outils pour arriver à travailler ces problématiques-là, c'est comme sur la technique. Vous risquez de subir le marteau de Maslow. Si le seul outil que vous avez est un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Ah oui, il y en aurait forcément une dernière. C'est applicable au hard skill, bien évidemment. Si vous ne connaissez qu'un seul framework, qu'une seule librairie, pour parler d'une fameuse librairie cliente web, on va avoir tendance à vouloir tout réimplémenter dans cette librairie. D'ailleurs, je peux même l'appliquer à Rust, même si j'aime beaucoup Rust. On voit beaucoup de gens qui font « on a refait en Rust ». Voilà. Et maintenant, c'est génial. Bon, en l'occurrence, ça l'est. Mais l'idée derrière, c'est ça. C'est étendez votre champ des possibles. Étendez vos connaissances, même si ça reste superficiel. Si vous êtes un développeur front, intéressez-vous au back. Si vous êtes un développeur back, intéressez-vous à l'infra. Si vous faites de l'infra, de l'ops, etc., intéressez-vous au front, notamment. C'est extrêmement important, je pense. Même si vous n'y allez pas, y faire votre carrière, essayez de vous intéresser à ce que fait l'autre. Et ça, c'est important. Et je creuse davantage ce sujet-là avec une conf autour d'HTMX que je donnerai à Bordeaux, à la BDX, si ça vous intéresse. C'est important, ça. Il faut vraiment, au-delà de mon talk, au-delà de ça, c'est étendre votre champ des possibles, parce que vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez comprendre, vous allez pouvoir aller un peu à l'encontre de cette siloisation et de partager. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini, j'ai mon dépôt Git là, vos feedbacks, open feedback, si vous n'avez pas déjà le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un énorme plaisir pour moi d'avoir été à la DFS Nantes. C'était un rêve que j'avais, donc je suis extrêmement content. Et si ça vous a plu, le contrat est rempli. Merci à vous.